Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, bienvenue dans ce nouveau point complet sur l'information en Pays de Savoie. Voici tout de suite les titres de ce mardi 11 mai. Un pas de plus vers la reprise d'une vie comme avant. Mercredi prochain, les terrasses, les musées, les salles de cinéma vont pouvoir rouvrir. Ce sera également le cas des remontées mécaniques. Reportage à Chamonix dans ce journal. Et puis ce contexte sanitaire si particulier a influencé nos modes de consommation. Les drives zéro déchet tirent leur épingle du jeu. Ils séduisent de plus en plus des consommateurs soucieux de réduire leur impact sur l'environnement. Le procès de Nordal Lelandais devrait s'achever ce mardi soir. La journée d'aujourd'hui était consacrée aux plaidoiries des avocats de la partie civile et de la défense. Thérèse Brunisseau, l'avocate générale, a de son côté requis 30 ans de réclusion criminelle contre l'ancien maître chien. On écoute tout de suite les réactions de la partie civile concernant ce réquisitoire au micro de Sébastien Germain. Ça ne nous étonne pas et on peut dire que les réquisitions sont à la hauteur de ce que la famille attend et attendait en tout cas. Et maintenant, espérons que le jury et la cour d'assises suivent ces réquisitions à la lettre. Parce qu'effectivement, on n'a jamais cru et jusqu'à encore aujourd'hui, on ne croit absolument pas à la thèse de Nordal Lelandais. Je l'ai expliqué, Madame la procureure générale a démonté sa version également. Voilà, donc les réquisitions sont à la hauteur de ce qu'a fait le personnage et de ce que mérite ce personnage, puisqu'il ne veut pas dire la vérité. On lui a tendu la perche, je crois que les deux familles lui ont tendu la perche, les amis lui ont tendu la perche. Il aurait pu peut-être avoir des réquisitions beaucoup plus clémentes. Il n'a pas saisi cette perche, et bien tant pis pour lui si la cour d'assises suit les dites réquisitions. Enfin, je parle sous le contrôle de la famille. Je pense que tout le monde a ressenti notre peine et le désespoir et se dire qu'on ne reverra plus Arthur. Enfin, voilà, c'est un fait. Et on continue de vivre, hein, on va pas. Mais Arthur ne sera plus jamais là. Et il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Et toute cette semaine-là, on avait son portrait, ça nous faisait du bien. On se disait, ouais, t'es là, Arthur. Voilà, de toute façon, il est toujours présent dans nos cœurs et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Voilà, on a été entendus et vraiment ce réquisitoire est à la hauteur de ce qu'on espérait. Et j'ajoute que la Cour délibère depuis 16h30. Le verdict de ce procès est attendu dans la soirée. Nous y reviendrons bien évidemment. Comme chaque année, à la même date, une cérémonie d'hommage aux policiers morts pour la France a eu lieu au commissariat d'Annemasse cet après-midi. Cette année, ce moment intervient dans un contexte particulier après l'attaque mortelle qui a visé un fonctionnaire de police à Rambouillet il y a plusieurs semaines. La police également endeuillée suite à l'assassinat du policier Éric Masson à Avignon le 5 mai, alors qu'il intervenait près d'un point de trafic de drogue. Tous les représentants des forces de sécurité ont assisté à cet hommage à Annemasse. On écoute le préfet de Haute-Savoie au micro de Jean-Paul Crespi. Et la médaille pour acte de courage et de dévouement or. Les hommes et les femmes dans les rangs de la police défendent la République, défendent l'ordre, défendent la loi, défendent les citoyens. Défendent tout un chacun, la police défend les faibles. Voilà, le policier qui a été tué, Franck Masson, il a été tué dans un quartier où le trafic de drogue pourrit la vie des gens. Donc il est allé se faire tuer alors qu'il a une famille, des enfants, pour faire en sorte que les gens qui vivent dans des quartiers moins favorisés puissent avoir leur quotidien qui soit normal. C'est ça, je pense, à ça qu'il faut penser. La République, les forces de l'ordre, on critique parfois les institutions, on critique parfois les forces de l'ordre. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'un policier a fait don de sa vie pour faire en sorte que les gens vivent mieux. À une semaine de la date annoncée par le gouvernement pour la réouverture au public de nombreuses structures, la compagnie du Mont-Blanc se prépare elle aussi à renouer avec les touristes et les alpinistes. Le téléphérique de l'Aiguille du Midi ouvrira en effet le 19 mai. Emmanuel Jaude a suivi pour nous ces préparatifs à Chamonix. Reportage.
Fermés au public depuis près de 6 mois, les trains et télécabines de la Compagnie du Mont-Blanc sont fin prêts à reprendre du service. Une semaine avant la date officielle, tout est déjà ficelé. Il faut dire que les techniciens n'ont pas chômé ces derniers mois. Même si le site était fermé au public, on a quand même continué à travailler, en équipe réduite certes, mais à travailler. Le site de l'Aiguille du Midi n'était pas complètement fermé, inerte. Notamment, on a tous les jours des gardiens au sommet de l'Aiguille du Midi qui veillent entre guillemets au bon fonctionnement du site. Et donc du coup, il y a quand même eu des opérations de maintenance, de déneigement, de surveillance, etc. Parce qu'on n'a jamais su tout au long de la saison d'hiver si on allait pouvoir ouvrir ou pas. Et donc du coup, on s'est toujours tenu prêt pour être capable d'ouvrir en 2 jours. Après l'Aiguille du Midi ce 19 mai, le train du Mont-en-Vert réouvrira une semaine plus tard, suivi des autres installations de la vallée. Le tout, bien entendu, dans le cadre d'un protocole sanitaire strict et déjà bien établi. Du coup, on connaît ce protocole d'accueil, on le maîtrise, donc il sera de nouveau en place à partir du 19 mai au matin sur l'Aiguille du Midi. Donc c'est la distanciation, c'est le port du masque obligatoire pendant les phases de transport et les endroits clos, et également une capacité d'accueil réduite à 50%, notamment sur le téléphérique de l'Aiguille du Midi, sur les trains, de façon à respecter les règles imposées par le gouvernement dans le cadre de cette réouverture d'exploitation. Malgré une perte estimée à 40 millions d'euros pour l'exercice 2020, la Compagnie du Mont-Blanc souhaite renouer au plus vite avec la fréquentation. Des tarifs préférentiels ont été mis en place pour ces premiers jours d'ouverture, tout comme une stratégie digitale afin de mieux contrôler les flux de visiteurs. Donc du coup, le client sur Internet achète son aller-retour Aiguille du Midi avec un horaire de départ. Il arrive sur Chamonix, devant l'Aiguille du Midi. Il va pouvoir directement se présenter aux bornes de contrôle et passer à l'heure d'embarquement qu'il avait réservée. Et du coup, ça va permettre de fluidifier le nombre de personnes qui va être sur le parvis de l'Aiguille du Midi. Reste à espérer que la météo sera de la partie pour cette ouverture tant attendue. Un critère qui sera bien sûr déterminant, comme pour beaucoup d'autres structures touristiques de notre territoire. À Thonon-les-Bains, comme partout en France, le personnel soignant en réanimation était en grève. À l'appel de la CGT, chaque service mobilisé a écrit une lettre destinée au ministère de la Solidarité et de la Santé. Infirmiers et aides-soignants revendiquent une reconnaissance de leur diplôme et réclament une hausse des salaires face à la fatigue due à la crise sanitaire. Les grévistes demandent aussi plus de personnel et de moyens. À Thonon, vous le voyez sur ces images, sur la trentaine de personnes composant le service de réanimation, près de la moitié étaient mobilisées cet après-midi. Les organisateurs notent qu'une bonne partie d'entre eux étaient réquisitionnés par l'hôpital. Une infirmière en réanimation depuis 30 ans a répondu aux questions de Colline Emerio. Cette année a été très très difficile pour nous, donc vu que le mouvement était national, on a décidé de le suivre pour se faire entendre également. Parce que vraiment, on est épuisé, on est dans une situation terrible, on a vraiment l'impression que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit depuis 1 année et demie déjà. Qu'on a passé tout ça de façon naturelle, c'est normal, mais que les gens ne se rendent pas compte. J'ai plein de collègues qui sont en burn-out, qui sont mal, qui n'en peuvent plus. Et il faut que ça change, quoi. Faut qu'il y ait une formation, il faut qu'on soit reconnu, il faut qu'on nous aide. On nous enlève au fur et à mesure des choses, on diminue nos moyens toujours plus pour arriver à la situation catastrophique qu'on a vécue l'année dernière. On a dû faire 2 services avec du personnel qu'on n'avait pas. Des collègues sont dû venir nous aider alors qu'ils n'avaient pas la formation. Ça a vraiment été très très dur pour le personnel formé de devoir encadrer toutes les autres personnes qui étaient heureusement là pour nous aider. Mais ça a donc été vraiment terrible pour tout le monde. Laurent Wauquiez brigue un 2e mandat à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il a annoncé ce mardi matin sa candidature aux élections régionales de juin prochain. Vous le voyez sur ces images de nos confrères de BFM Lyon. L'actuel président de la région visitait l'entreprise Rocle à Tarare dans le Rhône, une entreprise spécialisée dans le textile qui confectionne notamment des masques. Laurent Wauquiez en a profité donc pour faire un point sur le bilan de ses 5 années de présidence. Il a évoqué les finances, la crise sanitaire et la sécurité qui n'est pas une compétence de la région, mais qui a été au cœur de son mandat. J'ajoute que l'équipe de Laurent Wauquiez dévoilera ses têtes de section départementale dans les prochains jours.
Direction le Genevois français à présent. Avec les confinements successifs, les drives éco-responsables proposant des produits locaux ont trouvé leurs consommateurs. Au centre de Viry, depuis quelques jours en Haute-Savoie, un jeune couple propose ce service de course en ligne où chacun peut remplir son panier de produits issus du territoire. Jean-Paul Crespi les a rencontrés. Reportage. Consommer, c'est choisir. À Viry, le Drive Verdi ne revendique aucune étiquette, mais propose des produits éco-responsables du quotidien que tout un chacun a la possibilité de commander en ligne avant de venir les retirer au point de retrait. Un magasin tout aussi virtuel. Un drive militant, zéro déchet, si les filières de fabrication et de distribution des produits le permettent. Une alternative ouverte pour offrir aux consommateurs, selon ses sensibilités et ses valeurs, la possibilité de se questionner tout en restant très attentif à l'environnement. Notre boutique, en fait, c'est le site internet, donc c'est notre vitrine. Donc on a pris le soin de détailler chaque produit, de les mettre vraiment en lumière avec vraiment des détails. Les clients ne sont pas obligés d'aller chercher à droite à gauche les informations. Et là, l'idée, c'est je centralise tout, je rentre du travail, je m'arrête simplement à Viry en quelques minutes, je récupère mes commandes et j'essaye de consommer le mieux possible. À la commande et en fonction du budget et des besoins, 5 critères sont proposés. Produits locaux, produits vrac, sans emballage jetable, produits bio, produits artisanaux et produits issus du commerce équitable. On va avoir des produits qui viennent d'ailleurs alors qu'on peut les trouver en local, donc je préfère proposer un produit qui est français, peut-être un peu moins cher mais du coup qui vient d'à côté. Côté social aussi par exemple, c'est qu'on peut trouver en grande surface très facilement des noix de cajou qui ne sont pas très chères mais qui viennent d'Inde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces noix de cajou, elles sont décortiquées par des femmes en Inde et elles ont les doigts complètement brûlés par l'acide. Et donc nous, on a réussi à sourcer en fait et à trouver des noix de cajou qui sont dépiautées où cette coque est enlevée en fait de façon mécanique. On veut vraiment vendre le produit, comme je vous disais, qui a le moins d'impact en fait sur l'environnement, qui est le plus responsable justement, comme on le dit, le plus responsable et le mieux, ou le moins pire en tout cas. On n'est pas là pour dire aux gens comment ils doivent consommer, on leur donne les clés en main pour une consommation que nous, on a définie éco-responsable. Donc après, est-ce que nos critères sont aussi ceux de tout le monde? Ça se discute. Mais du coup, voilà, en tout cas, c'est vraiment, j'ai un service clé en main pour consommer responsable. 800 produits éco-responsables sont actuellement référencés, tous adaptés au rythme de chacun. S'il n'existe pas de modèle parfait, consommer responsable à petits pas est une façon de changer ses habitudes ou simplement participer au monde de demain. Le Drive Verdi est un chemin pour préserver la planète tout en réalisant des économies. Partons désormais du côté de Yenne, dans l'avant-pays savoyard, où la coopérative a mis en marche un nouvel outil de fabrication laitière à la pointe de la technologie. Un investissement très attendu par l'ensemble des coopérateurs, car il garantit à ses adhérents une filière de fabrication dernier cri, mais aussi leur indépendance et une meilleure rémunération du litrage du lait, de quoi encourager les jeunes agriculteurs à s'installer dans le département. C'est un reportage à nouveau de Jean-Paul Crespi qui décidément voyage dans nos départements. On regarde. La coopérative laitière de Yenne, porte de sa voix, ne cesse de se réinventer et investit dans son outil de fabrication pour assurer sa pérennité économique tout en facilitant l'installation de jeunes producteurs laitiers. Hier comme aujourd'hui, ces investissements illustrent ainsi la force de ce modèle agricole soucieux de préserver son destin sur ce territoire de l'avant-pays savoyard. On a investi 13,5 millions d'euros, effectivement, parce qu'il fallait absolument refaire notre salle de fabrication. Et donc, du coup, changer les systèmes de moulage et d'emprésurage. Mais il faut aussi relativiser avec un chiffre d'affaires quand même global de notre coopérative qui représente 27 millions d'euros à peu près annuels. Et cette évolution-là, il fallait l'accompagner techniquement. Et pour se préparer aux 20 années qui arrivent, Tom de Savoie de Yenne et Mental de Savoie raclette, le fromage de la dent du chat, fromage de garde. Chaque jour, les 52 producteurs livrent leur lait à la coopérative. Dans nos zones où l'agriculture est plus compliquée que dans les grandes zones de plaine, bien évidemment, sans le collectif, notre force et notre avenir agricole, il est beaucoup plus menacé, quoi. Donc aujourd'hui, ce collectif d'une coopérative, ce collectif d'une appellation, enfin des appellations, c'est la force de notre territoire et qui s'exprime par la rémunération qu'on arrive à faire aux producteurs. Et ça, c'est tout l'enjeu, mais c'est toute la réussite aussi.
Forte de ces appellations récompensées régulièrement au concours général agricole, l'avenir de la coopérative reste étroitement lié à celui de son territoire. Car penser l'évolution de son outil de production est un engagement, un défi pour les coopérateurs soucieux de préserver leur filière laitière. Le FC Annecy revient de très loin, dernier du classement de national au soir de la 24e journée avec 6 points de retard sur le premier non relégable. Les Hauts-Savoyards ont finalement arraché leur maintien ce lundi soir après une très belle victoire 4-0 contre Boulogne au Parc des Sports. Les buts des Rouges sont signés Miguel Alfarella, Romain Spano par 2 fois et Alexandre Fillon. Le Fessé termine cette saison de très belle manière avec une série de 10 matchs sans défaite, dont 6 victoires. Le FC Annecy jouera donc en national la semaine prochaine. Et pour la dernière journée du championnat, les joueurs de Jean-Yves Chay iront au Mans. On écoute quelques réactions recueillies hier par Sébastien Germain. Ce soir, on a mis la manière. Voilà, on a mis des buts. On a fait un petit peu le spectacle à domicile, on va dire, même si on n'avait pas tous nos supporters ce soir. Donc, c'est sûr qu'il y a eu la manière, mais le plus important, c'était de prendre les 3 points et s'assurer le maintien. Comme ça, au moins, au dernier match au Mans, voilà, on y va un peu plus libéré, même si on va aller pour jouer un match. Ce que je peux mettre en avant, c'est que c'est un groupe qui a travaillé. On est 32, 33, si je ne dis pas de bêtises. Tout le monde a travaillé toute la semaine. Personne a baissé les bras. On est allé la chercher ensemble. Et voilà, l'élément déclencheur, il n'y en a pas. Je pense qu'on se remettait en question à chaque fois, même malgré qu'on prenne des baffes. Parce que, mine de rien, ce n'est pas seulement les 11 ou 12 derniers matchs. On a fait des super matchs avant, mais on n'a pas été récompensé non plus. Donc voilà, c'est la détermination, c'est de ne pas avoir lâché. On aime le foot pour ça, pour vivre des émotions. Pour des choses avec ce groupe formidable. Depuis le début, on est convaincus nous, que ce groupe il est pétri de qualité, qu'il y a du talent. Maintenant, il fallait réussir à inverser la tendance. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec beaucoup de détermination, d'engagement. Vous voyez le deuxième but de Romain Spano, il est à l'image de notre deuxième partie de saison. C'est un attaquant qui va presser le gardien, il fait une course de 30 mètres, les 3/4 des joueurs tournent le dos au moment de faire le contre. Lui, il y va, il y croit. Non seulement il y croit, il fait face, il a le contre, il gagne le duel. Il est dans la course du but et il finit. Voilà. Quand on parle de détermination, d'engagement, ce but-là, pour moi, c'est l'image de notre deuxième partie de saison. Avant de refermer ce journal, prudence toujours en montagne. Les chutes de neige se poursuivent en haute altitude en Savoie. Le risque d'avalanche reste très important cette semaine sur les massifs. Le préfet de la Savoie appelle chacun à la plus grande prudence donc, et même à renoncer à toute sortie au-delà de 2000 mètres d'altitude. On l'a vu ce week-end, la montagne peut être très meurtrière. Nous nous quittons avec des images surprenantes, toujours en montagne, d'une opération scientifique. Des bouquetins ont été transférés du parc national de la Vanoise à celui du Mercantour. Objectif, apporter de la diversité génétique à l'espèce pour lui permettre de mieux s'adapter aux aléas climatiques et aux maladies émergentes. 19 animaux ont ainsi été transporter les animaux, c'est justement la thématique de notre panorama de la semaine. Vous retrouvez dans un instant le deuxième épisode de votre émission présentée par Marine Schneider. Elle nous propose ce soir un focus sur la médiation équine. Et vous retrouverez également Marine Schneider pour le dernier JT de la semaine en raison du pont de l'Ascension. Ce sera demain. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie. À bientôt sur 8 Mont Blanc.